I want to introduce to Et you maintenant, je voudrais présenter Thomas. Thomas est un cher collègue qui vient d'Allemagne. Il habite à Mannheim. Il n'est pas qu'un thérapeute bioénergétique. Il est également membre de la faculté internationale de l'IIBA et il travaille non seulement en Allemagne, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Il est souvent invité pour tenir des leçons et au fil des dernières années, Thomas s'est focalisé dans son activité sur les fondements et les principes anatomiques de l'analyse bioénergétique. Il a beaucoup travaillé avec des patients traumatisés et il a aussi beaucoup travaillé avec des personnes avec une orientation sexuelle transgender. Je ne vais pas prendre trop du temps, par contre, donc je vais passer la parole tout de suite à Thomas. Merci beaucoup, Rosaria, et bonsoir à tous et toutes. Buenas tardes, bon dia, buonasera, bonsoir, guten Abend. Avant de commencer la présentation, je voudrais te remercier, Rosaria, pour ton soutien. Merci de me soutenir face à un public si grand, mais invisible. C'est vraiment un défi de parler ici d'un bureau devant mon ordinateur, sachant que quelques milliers de personnes écoutent ce webinaire et peut-être elles se demandent de quoi je vais parler. Je voudrais également remercier les techniciens et les interprètes qui travaillent en arrière-plan et qui ont rendu ce webinaire possible et fluide. Donc, merci beaucoup. Je voudrais également remercier Nina Schubert du bureau de l'IIBA et son équipe qui a organisé la série de webinaires à un niveau plus large. Et enfin, je voudrais remercier le comité de formation de l'IIBA et sa présidente Patricia Moselli. Je la remercie d'avoir créé cette série de webinaires. J'espère que tout va se dérouler bien. Je m'excuse, mais il y a une interférence de micro. On demande aux participants d'éteindre les micros. Je suis vraiment ravie de faire partie d'un groupe de personnes si vastes qui ont fait cela presque bénévolement. Je voudrais aussi mentionner un autre point avant de commencer la présentation. La présentation a un aspect créatif et je choisis toujours une photo pour ma présentation de mon trésor de photos privées. Et j'utilise ces photos comme une image de couverture. Dans ce cas-là, j'ai choisi la photo d'un arbre, un arbre très spécial, une forêt qui s'appelle la forêt dansante de Dancing Forest dans le place de Kaliningrad en Russie, sur la péninsule de Kurland, où beaucoup d'arbres poussent de manière très étrange. La raison pour laquelle il y a ces arbres est inconnue, mais peut-être il y a des parasites dans le sol ou d'autres éléments à cause desquels les arbres souffrent. Et donc, ils vont trouver cette solution pour pousser comme ça. Donc, je choisis cet arbre et non l'image d'une personne réelle pour présenter cela. Dans ma présentation, vous allez voir qu'il y a une organisation différente selon le sujet. Il y aura beaucoup de citations au début, il y a beaucoup de transparents et vers la fin de ma présentation, vous allez trouver moins de mots
sur mes diapos, il y aura parfois que des titres pour donner un peu la structure de ce dont je parle. Et enfin, il y a un dernier point dont je veux que vous preniez conscience. Je suis le premier présentateur d'un webinaire de cette série qui n'est pas de langue maternelle anglaise, ni élevé dans une région où l'anglais était une des langues officielles. Donc, j'espère que vous comprenez mon anglais et mon point de vue allemand, anglais et allemand en fait. Les deux premiers tiers de ma présentation devraient être compréhensibles car ma collègue Suzanne Canner m'a revisé et m'a donné des informations de retour par rapport à la présentation. Donc, je suis certaine du fait que la présentation de la première partie va être compréhensible. Donc, merci, cher Suzanne. Alors, commençons. Le premier chapitre est titré « La structure caractérielle psychopathique dans son développement ». Placement de la structure caractérielle psychopathique dans le cadre théorique de l'analyse bioénergétique. La structure de caractère psychopathique tourne autour de la solution de l'être particulier d'une personne qui a ce thème. Selon Lowen, une personne qui a cette structure du caractère se différencie des autres par le fait qu'elle se sépare complètement de tout sentiment. Elle se distancie des autres et elle s'éloigne également de ses sentiments. Elle s'élève au-dessus des autres à travers les images du soi. Ceci est considéré comme une adaptation d'une personne qui a connu l'horreur dans ses premières années de vie. Le concept de structure psychopathique occupe aussi une place particulière dans la théorie de la psychologie des profondeurs. En 1905, Sigmund Freud a développé sa théorie du développement sexuel sur la base des zones érogènes des orifices humains. Grâce auquel il est arrivé à la conceptualisation de la phase orale, anale et génitale. Wilhelm Reich a étendu la théorie de Freud en mettant l'accent sur le masochisme de la phase anale et sur la rigidité de la phase génitale. Donc, masochiste et rigide sont devenus les nouveaux noms de l'ensemble des personnages de Reich et de ses caractères. Reich donc, a développé ces concepts autour de leur cadre de référence physique. Je vais commencer en présentant la structure du caractère rigide, en présentant le livre de Reich, La fonction de l'orgasme de 1927. Dans le livre La psychologie de masse du fascisme, daté de 1933, il décrit plus en détail le contexte et les caractéristiques de la structure masochiste. La même année, dans l'ouvrage Analyse du caractère, il présente pour la première fois les différents concepts des structures de caractère développées jusqu'alors. Et au-delà de la structure masochiste et des diverses manifestations de la structure rigide, la structure schizophrénique y apparaît pour la première fois. Dans son premier et révolutionnaire ouvrage, Le langage du corps, daté de 1958, Alexander Lowen approfondit la description de cette structure. Il inclut aussi une description détaillée de la structure du caractère oral. De cette façon, il complète les descriptions liées au corps du concept freudien de développement sexuel. D'autant plus qu'il ajoute la structure schizophrénique selon Reich et son propre développement de concept de la structure caractérielle schizoïde. Lowen
qui lit 25 pages pour ce chapitre, et en 1967, il consacre un livre entier à cette structure titrée La trahison du cœur. Presque 10 ans plus tard, en 1975, un bioénergétique, Lowen décrit les 5 structures du caractère pour la première fois en utilisant 20 pages au total. Et pour la première fois, il mentionne la structure du caractère psychopathique, un seul 4 pages. En commençant, il dit que cette structure demande quelques mots de description. C'est le seul type de caractère qui n'avait pas été décrit dans les études précédentes. Il explique que ça peut être une structure très compliquée, mais il dit je vais décrire une forme simple de ce trouble. Malheureusement, dans la traduction allemande, cela n'est pas décrit. Ce passage n'est pas inclus. Et donc, je me suis longtemps demandé pourquoi la structure du personnage psychopathe n'apparaissait pas plus tôt et n'était pas décrite plus en détail. Je me suis également demandé si je n'avais pas manqué cette description dans des publications antérieures. Ensuite, lorsque j'ai découvert qu'il avait été décrit pour la première fois dans bioénergétique, j'ai commencé à me demander pourquoi Lowen ne l'a décrit que maintenant et pourquoi juste maintenant. Peut-être j'aurais dû me poser une autre question. Que s'est-il passé dans le développement de la théorie psychanalytique depuis le premier livre de Lowen, c'est-à-dire depuis 1950 environ? On peut trouver une réponse dans le travail de Margaret Mahler. Dans les années 40, elle devient membre de l'Institut psychanalytique et psychiatrique de New York. À cette époque-là, elle travaillait avec les enfants psychotiques. À partir de 1959, elle a aussi travaillé avec les enfants non psychotiques et selon les observations avec de différents groupes d'enfants, elle a développé la théorie du processus de séparation-individuation. Cette théorie a été partiellement publiée en 1968 et ensuite elle a complété dans le livre The Psychological Birth of the Human Infant en 1975. Quel est le point essentiel du concept de structure de caractère psychopathique? Je vais parler de STP. Alors, on parle de perturbation dans le processus de séparation et d'individuation. Lowen lui-même a également continué à développer son travail. À mon avis, son livre Narcissism, The Denial of the True Self, daté de 1985, est révolutionnaire. Il présente le mécanisme qui conduit les gens à ignorer leur corps et leur intuition. C'est là que la structure du caractère psychopathique apparaît. Elle est même appréciée d'une manière plus détaillée. Lowen écrit à nouveau que la structure psychopathe est différente de la personnalité narcissique pour présenter de manière vivante le concept de base du narcissisme qui implique le clivage et le déni des émotions. Mais on ne parle plus de structure psychopathique, mais plutôt de personnalité psychopathique. Avec le concept de narcissisme, là où on est en mesure de développer une nouvelle dimension pour comprendre les structures caractérielles à travers le narcissisme phallique, les personnalités narcissiques et borderline, la personnalité psychopathique et psychotique. Pour Lowen, ces troubles de la personnalité sont de plus en plus narcissiques. Les élaborations ultérieures sur les différentes structures de caractère contiennent des descriptions de plus en plus différenciées des concepts individuels.
y compris la structure de caractère psychopathique. Cependant, ils ne sont plus écrits par Lowen lui-même, mais par d'autres auteurs. C'est pour cela que, à mon avis, la structure psychopathique reste, disons, un enfant d'âge mûr. Elle est la dernière des structures caractérielles classiques. Elle représente une transition vers les structures modernes du narcissisme. Et donc, elle est définie en tant que personnalité narcissique et borderline. Le statut de marginalisation de la structure de caractère psychopathique est renforcé par le fait que Lowen écrit que les personnes qui présentent une telle structure de la personnalité ne sont pas ouvertes au changement thérapeutique. Et donc, ces personnes-ci ne veulent pas normalement venir dans nos bureaux pour travailler sur elles-mêmes. Ce qui change, on parle d'un travail médico-légal ou social avec des ex-prisonniers. D'autre part, les personnes ayant une structure de caractère psychopathique font souvent partie de nos thérapies indirectement, parce que beaucoup des agresseurs auxquels nos patients ont été exposés dans leur vie, ou auxquels ils sont encore exposés, ont une telle structure ou des parties correspondantes de celle-ci. Ces dernières années, des coachs de la zone germanophone d'Internet ont développé des services de soutien spéciaux pour les personnes qui ont été exposées à des agresseurs à structure psychopathique ou qui ont encore des liens familiaux avec eux. En plus, les personnes psychopathiques se développent souvent chez des personnes qui ont été victimes d'agresseurs ayant une structure psychopathique et qui sont donc gravement traumatisées. Ces personnes conservent l'effet destructeur de la relation avec les agresseurs et développent un comportement autodestructeur. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la description et l'étiologie de la structure du caractère psychopathique et sur le concept de personnalité psychopathique utilisé en psychiatrie générale. Je vais également inclure une petite présentation du concept bioénergétique de narcissisme qui sous-tend la structure de caractère psychopathique. Bien entendu, nous examinerons également les interventions possibles pour les aspects psychopathiques en analyse bioénergétique. Alors, je vais aborder le prochain chapitre, la définition et la description du concept de structure de caractère psychopathique. Pendant l'heure et demie qui suit, nous allons traiter ce sujet et nous allons parler de personnes ayant une structure de caractère psychopathique. Comment est-ce qu'on peut représenter une telle personne? Lowen n'a pas beaucoup écrit sur les personnes ayant une structure de caractère psychopathique. Et donc, je vais le citer ici de manière un peu plus détaillée. L'essence de l'attitude de caractère psychopathique est le déni des émotions. Cette attitude contraste avec le caractère schizoïde, qui se dissocie de ses émotions. Dans la personnalité psychopathe, l'ego, l'esprit, se retourne contre le corps et ses émotions, en particulier les émotions sexuelles. C'est pourquoi le terme psychopathologie est né. La fonction normale de l'ego est de soutenir la recherche du plaisir par le corps et non de la subvertir en faveur d'une image du soi. Dans toutes les personnes psychopathes, il y a un grand investissement dans sa propre image. Cette personnalité se caractérise également par la recherche du pouvoir, le besoin de dominer, de contrôler. La raison pour laquelle ce type de caractère est si compliqué est qu'il y a deux façons d'obtenir le pouvoir sur les autres. D'un côté, il y a le fait de dominer l'autre,
intimider. Si on ne défie pas l'intimidateur, on devient donc sa victime. La deuxième façon, c'est de miner une personne par une approche séductrice, qui est plus efficace lorsqu'elle s'adresse à des personnes naïves qui tombent sous le pouvoir du psychopathe. Dans ce livre Narcissisme, Lowen décrit en outre que toutes les personnalités psychopathes se considèrent comme supérieures aux autres et font preuve d'un degré d'arrogance. Voilà la citation que vous pouvez également suivre. Ces personnes ont un degré d'arrogance qui peut arriver jusqu'au mépris de l'humanité commune. Les personnalités psychopathes sont caractérisées par la tendance à agir avec une manière antisociale. Il s'agit de personnes qui souvent mentent, trichent, volent et tuent sans aucun signe de culpabilité ou de remords. Le meurtre de sang-froid est un exemple extrême de comportement psychopathe, mais l'acting out ne se limite pas aux comportements antisociaux. L'alcoolisme, la toximanie ou la promiscuité sexuelle peuvent être considérés comme des formes d'acting out. Voilà. Lowen qui continue en disant: il est significatif, par exemple, que les personnalités psychopathes présentent un besoin de gratification instantanée, une incapacité à contenir le désir ou à tolérer la frustration. Selon Lowen, ce manque de capacité est le reflet d'un sens du soi déficitaire, surtout dans la capacité à manipuler les gens et à organiser, promouvoir des schémas et attirer des adeptes à eux. Les personnalités psychopathes sont tout sauf infantiles. Il ajoute: une personnalité psychopathe a besoin de quelqu'un à contrôler. Bien qu'elle puisse apparemment contrôler cette personne, elle en est également dépendante. Par conséquent, chez tous les individus psychopathes, il y a un certain degré de oralité. Dans la littérature psychiatrique, ces individus ont été décrits comme des individus ayant une fixation orale. Donc, nous allons avoir affaire à des personnes très antisociales, assoiffées de pouvoir, des personnes séduisantes. Reich et Lowen ont fondé leur concept de structure de caractère. Ils ont développé sur des diagnostics de troubles mentaux. Donc, si l'on considère le diagnostic de troubles psychopathiques utilisé en psychiatrie, voilà la question qui se pose. Est-ce que les idées de Lowen sur les personnes ayant une structure de caractère psychopathique sont comparables à ce que l'on entend par personne psychopathe dans la terminologie de la recherche psychologique? Pour anticiper les réponses, nous trouvons ici une grande correspondance avec la structure du caractère psychopathe. Dans la classification internationale des maladies 10, la classification de l'OMS, le trouble de la personnalité psychopathique est inclus dans le trouble de la personnalité antisociale F60.2. Le trouble de la personnalité antisociale est défini comme suit. Un trouble de la personnalité caractérisé par un mépris des obligations sociales et un mépris insensible des sentiments envers les autres. Il existe un décalage important, un écart important entre le comportement et les normes sociales en vigueur. Le comportement semble incapable de changer en raison d'expériences négatives, y compris les punitions.
il existe une faible tolérance à la frustration et un faible seuil de comportement agressif, y compris un comportement violent. Il y a une tendance à blâmer les autres ou à offrir des justifications superficielles pour un comportement qui a mis le patient en conflit avec la société. Voilà les symptômes, au moins 3 des caractéristiques ou des comportements suivants doivent être présents. Les enchantements des émotions des autres, l'irresponsabilité évidente et persistante, mépris des normes, des règles et des obligations sociales, incapacité à entretenir des relations durables, même s'il n'y a aucune difficulté à les nouer. Une tolérance à la frustration très faible et un seuil bas pour les comportements agressifs, y compris les comportements violents. Absence de culpabilité ou incapacité à tirer des leçons des expériences négatives, notamment des punitions. Tendance marquée à blâmer les autres ou à offrir des justifications plausibles pour son comportement et à placer l'individu en conflit avec la société. Donc, la psychopathie est comprise en psychiatrie comme une forme sévère de trouble de la personnalité antisociale. Donc, ça va surprendre que la médecine légale s'intéresse particulièrement aux troubles de la personnalité psychopathique. Le psychologue criminel canadien Robert Hare a développé une série d'outils permettant de différencier les détenus et de prédire la récidive. Et donc, je vais approfondir mes observations concernant la construction de l'échelle pour rendre plus compréhensibles les résultats de son utilisation en tant qu'outil scientifique. Je vais raccourcir un petit peu le contenu pour accélérer. Alors, la liste de contrôle de la psychopathie distingue 2 facteurs de psychopathie avec un total de 20 critères à remplir. Il y a un facteur interpersonnel, affectif et antisocial déviant. Les critères sont les mêmes que dans la CIMI. Et ensuite, il existe aussi d'autres éléments, 2 éléments qui ne sont pas attribués à aucun des sous-types, mais je voudrais quand même souligner quelques aspects. Hare avait évalué ces éléments sur une échelle de 3 scores. 0, l'élément n'est pas pertinent. 1, l'élément est partiellement pertinent. 2, l'élément est tout à fait pertinent. Les éléments, les items, sont évalués sur la base du fonctionnement de la personne au cours de sa vie et non seulement sur la base de son état actuel. Cet état peut être atypique par rapport à son fonctionnement habituel en raison de facteurs situationnels extrêmes ou en fonction de l'exacerbation d'une psychopathologie aiguë. Les éléments, les items sont additionnés pour obtenir des scores totaux qui vont de 0 à 40 et qui reflètent le degré de ressemblance d'un individu avec le prototype du psychopathe. L'évaluation des items requiert un jugement clinique et une
inférence, ainsi que la capacité de réaliser la tâche de manière objective et professionnelle. Pour le diagnostic de psychopathie, on utilise le seuil de Katov de 25 ou plus. Grâce à cette échelle, il a été possible de mener plusieurs études sur les personnes atteintes de troubles psychopathiques. Par exemple, on a constaté que dans les prisons américaines, les détenus masculins avaient un score moyen de 22,87 sur cette échelle, tandis que les détenues féminines avaient un score moyen de 12,10. L'âge et les scores d'intelligence, en revanche, n'ont relevé aucune différence significative. Moins de 5% de la population a un score élevé sur cette échelle. Et selon les estimations de Haar, le pourcentage de personnes qui ont reçu un diagnostic de psychopathie est de 1%. Donc, ça ne va pas surprendre que normalement, dans notre pratique privée, nous ne rencontrons pas de personnes qui présentent une structure de caractère psychopathique. En revanche, 15 à 20% des détenus de prison américaines ont été diagnostiqués comme psychopathes. Ces personnes représentent 50% de tous les crimes graves. Alors, ces résultats renforcent également l'expérience de Lowell et Tonnell, selon lesquels les personnes présentant une structure caractérielle psychopathique cherchent rarement un traitement thérapeutique et n'en tireront aucun profit. Alors, toujours selon Harry, il existe un autre groupe dans lequel les psychopathes sont plus répandus. Entre autres, dans son livre « Snakes in Suits », When Psychopaths Go to Work, il décrit les spécificités du personnel de direction dans l'économie et, selon Harry, les comportements psychopathiques tels que la domination et la manipulation sont interprétés à tort comme des qualités de leadership dans les responsables des ressources humaines. Mais non, excusez-moi, j'avais trop avancé. Lowell cite Alan Harrington, un scientifique qui a travaillé sur la personnalité psychopathe. Et je cite, au lieu d'assassiner les autres, cette personne pourrait devenir un payeur des sociétés et assassiner des autres en les licenciant les gens au lieu de les tuer, en découpant leurs fonctions et pas leur corps. Et donc, on pourrait donc hypothéser que les psychopathes qui ne réussissent pas finissent en prison, tandis que ceux qui réussissent arrivent dans les suites exécutives de très haut niveau. Et donc, en fin de compte, cela ne s'applique pas seulement aux étages supérieurs des entreprises, parce que les personnes souffrant des troubles de la personnalité psychopathique peuvent également se trouver dans le monde politique, et Adolf Hitler est souvent cité en exemple. Mais même parmi les despotes, les bellicistes d'aujourd'hui, la proportion des troubles de la personnalité psychopathique est probablement très élevée. Ces dernières années, à force de mensonges, les langues ont été érodées et elles ressemblent
à ce que George Orwell avait écrit en 1984. On n'utilise plus la phrase « la guerre, c'est la paix », mais plutôt on parle de guerre en tant qu'opération spéciale militaire. Les mensonges sont devenus des faits alternatifs. Le droit des États sont manipulés et suspendus, par exemple en annexant les territoires d'États étrangers par le biais de référendums anticonstitutionnels, puis en y déclarant la loi martiale de manière tout aussi illégale. Mais il est difficile d'imaginer que l'on puisse dire que les psychopathiques politiques sont dépendants d'autres personnes. J'ai lu une citation sur les psychopathes, mais malheureusement, je ne me souviens pas de la source, mais elle reflète très bien l'insensibilité de ces personnes. Elle dit à peu près ceci: quand ils ont brûlé $1 million en une journée, ils rentrent tranquillement chez eux et ils dorment comme d'habitude. Et donc, il n'y a aucune dépendance par ici avec la dépendance. Mais les psychopathes sont aussi fréquemment au centre de pièces de théâtre et de films. L'un des exemples les plus célèbres est l'œuvre Gaslight, Hantise en français, et son adaptation cinématographique en 1944. L'expression gaslighting est depuis entrée dans le langage courant. À l'époque, ce terme désignait la manipulation si extrême. Il y a quelqu'un qui a laissé un micro ouvert, il y a une interférence. Alors, il y avait une manipulation si extrême qu'elle induisait une maladie mentale ou qui justifiait l'internement de la personne gazée dans un établissement psychiatrique et maintenant est plus utilisée de manière générale, pour citer la définition de Wikipédia. Alors maintenant, je veux vous raconter le résumé, l'essentiel de la pièce et du film de théâtre Gaslight, Hantise. Et donc, je vais vous raconter le film, comme Vincentia vient de le dire. Dans la préquelle du film, le psychopathe Sergis, joué par Charles Boyer, gagne d'abord la confiance d'une riche chanteuse, l'assassine ensuite afin de mettre la main sur ses célèbres diamants. Après avoir échoué à les trouver, il retrouve sa nièce et héritière, Paula, jouée par Ingrid Bergman. Il se présente à elle sous le nom de Gregory, et il gagne également sa confiance. La très jeune femme tombe éperdument amoureuse de celui-ci. Sur son insistance, il se marie à peine 2 semaines plus tard. Par la suite, Gregory persuade Paula de déménager avec lui dans l'appartement de sa tante à Londres, même si elle n'aime pas cette ville et si elle ne connaît presque personne là-bas. Pour calmer l'anxiété de Paula, face au souvenir du meurtre violent de sa tante, Gregory suggère de stocker les vieux meubles de sa tante dans le grenier. Après l'enfermement des affaires de la tante dans le grenier, les événements commencent à devenir bizarres. À la Tour de Londres, Paula n'arrive plus à retrouver la broche que Gregory lui avait offerte alors qu'elle avait été rangée en toute sécurité dans son sac à main. Un tableau disparaît de sa place sur le mur et Gregory affirme que Paula l'avait pris ainsi que d'autres objets, puis les a rendus. Paula ne se souvient pas d'avoir fait tout cela. Paula entend également des bruits provenant du grenier scellé et remarque que les lampes à gaz s'éteignent et s'éclairent sans raison apparente. Gregory suggère qu'il s'agit juste de son imagination. Gregory isole progressivement sa femme du monde extérieur en prétendant que cela c'est bénéfique pour ses nerfs. Il l'accuse d'être devenu kleptomane et prétend que sa mère est morte dans un asile. Il est en même temps jaloux et accusateur dès que d'autres personnes manifestent de l'intérêt pour elle. Lorsque Gregory l'accompagne à une fête, il montre à Paula la chaîne de la montre en affirmant que sa montre a mystérieusement disparu. Gregory
la retrouve dans le petit sac à main de Paula. Elle devient hystérique devant les invités et Grégory la ramène chez eux. Paula commence à croire qu'elle ne devrait pas sortir en public. La jeune femme de chambre Nancy aggrave cette situation car Paula devient convaincue que Nancy la déteste. Grégory dit alors à Paula qu'elle est paranoïaque et qu'elle imagine le dédain de la bonne, tandis qu'il flirte secrètement avec elle. Il a secrètement fouillé dans les affaires de la chanteuse décédée dans le grenier pour trouver les bijoux qu'il pense être là. Les pas donc que Paula avait entendus dans le grenier étaient les siens. Les lampes à gaz vacillantes qu'il prétend qu'elle a imaginées ont été provoquées par le fait qu'il avait allumé les lumières du grenier en réduisant ainsi le gaz pour les lampes au rez-de-chaussée. La kleptomanie dont fait preuve Paula est un tour de magie fait par Grégory emploie une stratégie rusée pour convaincre sa femme qu'elle est en train de devenir folle dans l'espoir de la faire interner, de lui donner donc une procuration sur elle et de lui permettre de continuer à chercher les bijoux de la tante. Le plan réussit presque. Et si vous voulez voir la solution de ce cauchemar, vous devez regarder le film. Si cette description vous a aidé à mieux comprendre une personne atteinte par le PCS, la question suivante est la prochaine. Comment reconnaître une personne atteinte dans SCP depuis leur apparence physique? Voyons si on arrive à le comprendre comme ça. Lowen décrit deux types de corps correspondant aux deux types d'expressions psychopathiques, intimidateur et manipulateur ou séduisant. Le type intimidateur, généralement, a le corps du personnage à caractère oral qui a un bassin décalé vers l'avant et les os de la hanche inclinés vers l'arrière. Pardon. Ici, dans cette présentation en PowerPoint, là, vous pouvez voir la direction où le bassin se déplace. Et qu'est-ce que ça veut dire que la hanche est inclinée vers l'arrière? Alors là, vous pouvez le voir ici. C'est plus clair peut-être. Le bassin est incliné vers l'arrière. Et cette même idée, contrairement à une personne ayant une structure de caractère oral, une personne ayant un caractère psychopathe se tire vers le haut et donc son énergie se trouve également dans sa tête. Ce phénomène, nous pouvons l'observer également chez les personnes présentant une structure caractérielle schizoïde, mais chez les personnes ayant une structure caractérielle schizoïde, la tension extrême dans la tête est provoquée par une tension très élevée dans la profondeur du corps, c'est-à-dire tout autour et dans la colonne vertébrale et le cerveau. Cette tension traumatique conduit à une torpeur et le retrait de toutes les personnes qui en résulte est une conséquence fonctionnelle de cette tension profonde. Le fait d'être dans la tête étant plutôt un effet secondaire et les personnes atteintes d'un PCS se tirent plutôt vers le haut avec leur musculature et se gonflent. Elles s'élèvent également davantage au-dessus des autres et c'est là leur objectif principal. Ces personnes le font pour obtenir plus de pouvoir. Par conséquent, le haut de leur cou et leur diaphragme sont bloqués par une forte tension, tout de même comme leurs chevilles. Leur corps semble alors plutôt raide et leur raideur peut représenter une personnalité qui est froide en raison justement de la fermeture vis-à-vis de toute émotion.
Lowen a essayé d'exprimer cette même idée dans le graphique qu'il a développé pour décrire la structure caractérielle psychopathique que vous pouvez voir sur cette diapositive. Mais en réalité, il n'y a rien. Et donc, on continue. Mais essayons maintenant de bouger un peu. Mais avant de commencer à vous proposer un exercice quelconque dans ce webinaire, je dois vous dire que tout ce que vous allez faire ici est à vos propres risques. Je ne crois pas que les exercices que je propose puissent vous faire du mal, mais je ne vous connais pas. Je n'ai aucune possibilité de vous aider à sortir d'un processus qui ne vous convient pas. Alors, à vous de décider par vous-même si vous voulez essayer ou pas. Si vous le préférez, ne pas le faire. Les deux solutions sont bonnes. Aucune n'est meilleure que l'autre. Pour des raisons d'assurance, veuillez faire attention à votre sécurité physique pendant cet exercice. Nous n'assumons aucune garantie ni aucun coût résultant d'un quelconque dommage causé par cet exercice. Peut-être nous pourrions nous étirer, faire du stretching, essayer de bâiller un peu pour nous réguler après ces 40 minutes d'écoute ou plus. Peut-être cela pourrait vous aider de vous lever, de vous retourner, de vous plier ou de vous pencher ou de faire tout ce que vous savez, que vous avez déjà expérimenté, que vous savez que va vous aider à sortir d'un état de passivité et de raideur. Maintenant, si vous voulez essayer d'incarner la posture de la description de Lowens d'une personne de type intimidateur avec une structure caractérielle psychopathe, vous pouvez suivre ma description. Si vous ne voulez pas, vous pouvez juste m'écouter. Une personne atteinte de PCS a le bassin déplacé vers l'avant et il incline le bassin vers l'arrière. Alors, vous pouvez essayer ou pas, comme vous voulez. Cette personne s'étire, respire, inspire et garde son souffle. Cela veut dire que cette personne peut difficilement respirer. Le haut du cou est raide, ainsi que le diaphragme et les chevilles. Toute l'énergie est portée vers le haut du corps, tête comprise. Si vous avez fait ces exercices ou cet exercice, comment êtes-vous connecté au sol? Comment respirez-vous? Comment êtes-vous connecté à l'espace qui vous entoure? Quel type de relation entretenez-vous avec les objets qui se trouvent dans votre pièce? Essayez de regarder tout autour. Si vous avez juste écouté mes paroles, comment pensez-vous qu'une telle personne est connectée au sol? Comment respire-t-elle? Comment est-elle connectée à l'espace qui l'entoure et ainsi qu'aux objets et aux personnes qui se retrouvent dans ce même espace? Bon, je crois que ça suffit. Si vous voulez, secouez doucement votre corps, touchez votre peau partout où vous pouvez l'atteindre. Faites quelques gros soupirs ou des « ah ». Et maintenant, vous pouvez essayer et voir quel est le type de soulagement que vous ressentez, quelles sont les connexions que vous avez avec le sol, avec votre respiration et comment échanger votre connexion avec l'espace et les objets tout autour de vous.
Maintenant, si vous souhaitez faire un autre exercice, vous pouvez chercher un tabouret, une chaise ou un lit suffisamment stable pour pouvoir y monter dessus, mais vérifiez leur stabilité, s'il vous plaît. Et une fois de plus, pour des raisons d'assurance, veillez à faire attention à votre sécurité physique pendant cet exercice. Nous n'assumons aucune garantie et nous ne prenons pas en charge les frais encourus par vous pour tout dommage causé par cet exercice. Si vous souhaitez faire cet exercice et que votre support au sol tel un tabouret, une chaise ou un lit sont assez stables, vous pouvez monter dessus. Si vous décidez de ne pas faire l'exercice, vous pouvez juste écouter ce que je pourrais demander à une personne. Par exemple, quelle est la perspective d'une personne du haut de cet objet? Comment la personne est-elle reliée au sol, à son espace, aux objets ou aux personnes qui l'entourent? Essayez de vous regarder tout autour. Quel est le type d'image que cette personne pourrait développer pour elle-même par cette position? Peut-être pourriez-vous aussi trouver un mot pour décrire l'expérience menée par cette personne, que ce soit vous, cette personne, ou que même si vous avez juste imaginé de faire cet exercice. Mais si vous avez fait cet exercice, je vous demande de descendre de l'objet et de vérifier ce qui a déjà changé. Si vous avez décidé de ne pas faire l'exercice, imaginez ce que la descente de cet objet peut évoquer chez la personne qui a fait l'exercice. Quel est le type de relation au sol maintenant avec l'espace, avec les objets ou avec les personnes qui se trouvent dans la même pièce? Peut-être vous pourrez trouver un autre mot pour décrire l'expérience de la personne qui redescend de l'objet qu'il avait fait élever, sur lequel cette personne était montée. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire quelques étirements, un peu de stretching, baillez, penchez-vous, versez-vous en avant ou faites ce que vous savez qui pourrait vous aider à sortir d'une position de stress. Et maintenant, passons au deuxième type, le type manipulateur. Le type manipulateur est plus souple, même si encore grèvement isolé dans la région du diaphragme. Pour ces personnes, il n'est pas si important de regarder les personnes d'en haut. Ils utilisent leur énergie érotique pour séduire l'autre partie et ainsi prendre le pouvoir sur l'autre, comme le psychopathe Sergis, alias Gregory, dans le film Gaslight, en disent, elles peuvent être des personnes charmantes et superficiellement affectueuses. Ces personnes de type manipulateur ont souvent du charisme, elles ont une capacité très développée à observer les émotions chez les autres et à les imiter parfaitement au fil du temps. Mais comment une structure caractérielle psychopathique se développe-t-elle chez une personne? Pardon. Attention. J'avais perdu une diapo. Voilà. Alors, selon Lowen, cette structure caractérielle est basée sur un trouble narcissique massif. Le terme de narcissisme a été développé dans l'enseignement psychoanalytique sur une longue période de temps depuis Freud. La définition du narcissisme de Kernberg est l'une des plus développées. Lowen la résume comme suit. Et la voilà ici, sur cette diapo. Kernberg
souligne que le jeune enfant fusionne le moi idéal, les objets idéaux et les images du soi réel comme une défense contre une réalité intolérable dans le domaine interpersonnel. Voilà la citation. Les narcissiques sont accrochés à leur image. Voilà ce que Lowen disait. Lowen lui-même n'est pas d'accord ici par ce qu'il écrit après. J'assimile le soi et le corps vivant sous le même niveau qui inclut l'esprit. Le sens du soi dépend de la perception de ce qui se passe dans le corps vivant. La perception est donc une fonction de l'esprit et elle crée des images. Si le corps est le soi, l'image réelle du soi doit être une image corporelle. On ne peut qu'écarter l'image réelle du soi en niant la réalité d'un soi incarné. De plus, Lowen écrit « Je voudrais définir le narcissique comme une personne dont le comportement n'est pas motivé par le sentiment. » Ainsi, la contribution de Lowen consiste à donner au concept de narcissisme une base physique. Selon lui, le vrai soi est le corps, tel que décrit ci-dessus. Ailleurs, Lowen utilise la main pour décrire le soi. Dans cette image, l'image du soi est le gant qui entoure la main. Si le corps est nié, nous n'avons plus accès à la main, mais seulement au gant. Ce gant peut ensuite être développé de manière à refléter le désir ou idéal d'une personne concernant sa main, plutôt que la main elle-même. Et enfin, lorsque le gant ne convient plus à la forme de la main, il représente le faux self, le faux soi. Selon la théorie du narcissisme de Lowen, toute structure caractérielle peut finalement être comprise selon cette base, comme un éloignement spécifique de l'expérience corporelle dans chaque cas. Dans son livre « Le narcissisme », il présente un certain nombre de modèles de troubles différents qui leur donnent explicitement de relativement sains à extrêmement perturbés. Comme je l'ai déjà montré auparavant, nous trouvons la personnalité psychopathe juste avant celle paranoïaque ou schizophrène, c'est-à-dire comme une structure massive et nettement plus perturbée que celle narcissique actuelle. Mais comment les personnes atteintes de PCS arrivent-elles à perdre le contact avec leur corps? Peut-être on va le comprendre si nous suivons la question de Lowen. Mais pourquoi les yeux du narcissique sont-ils si ternes? Lowen offre une réponse immédiatement après. L'expérience de l'horreur dans la situation familiale, domestique. Voilà. Et encore, il écrit « Nous devons savoir exactement ce qu'est l'horreur et quels événements dans un foyer peuvent donner lieu à l'horreur. » Ici, pour Lowen, la distinction entre terreur et horreur est importante. Il voit que la terreur rencontre la personne elle-même et déclenche donc chez elle ce choc qui peut conduire à la structure caractérielle schizoïde. Par contre, l'horreur est une violence dont on est témoin, mais qui concerne une autre personne. Une autre façon pour dire la même chose est que le fait d'avoir été témoin d'une terreur qui frappe une autre personne serait de l'horreur aussi pour la personne qui en est témoin. L'horreur conduit à un déni de ce qui a été vécu, ainsi que des sentiments qui l'accompagnent. Ceci n'est donc pas vrai, ne peut pas être vrai. Et alors, il devient « ceci ne peut pas être vrai », qui devient « ceci n'est pas vrai ». Et enfin, qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
ce qui a été expérimenté, donc, est séparé ici. Lowen résume. Dans une situation d'erreur, nous avons tous une tendance à ne pas croire à nos sens parce qu'ils contradisent notre image de la réalité. Remettre en question notre sens de la réalité nous fait donc sentir désorientés et faux. Mais pour protéger notre santé mentale, nous devons dissocier notre expérience qui devient irréelle, qui devient un cauchemar. Il continue avec une situation. Et donc, comment cela mène-t-il à une perturbation narcissique? Si l'expérience de l'horreur est solitaire, la dissociation est limitée à cette situation. Mais si l'horreur est continue, si on vit dans une telle situation, la dissociation se structure dans le corps comme une sorte de scission sans cesse entre les fonctions perceptives de l'esprit et les fonctions sensorielles du corps. Donc, nier ses propres émotions devient une sorte d'habitude gravée dans la personnalité même. On agit uniquement sur la base de la raison et de la logique. On vit dans un monde séparé des sentiments. Et en effet, le monde des sentiments, des sensations est considéré comme irréel et par conséquent allié à la folie. Et bien qu'une telle personne connaît les sentiments, elle ne peut pas se laisser aller aux sentiments, aux émotions, c'est-à-dire elle ne peut pas leur permettre de dicter son comportement. Dans les premiers commentaires sur le PCS, Lowen se concentre davantage sur le mouvement de la blessure psychologique. Guy Tonnella et d'autres utilisent la terminologie de moment de rapprochement similaire aux étapes et aux crises dont Margaret Mahler a développé dans sa théorie de la séparation et de l'individuation de l'enfant, présenté peu avant la publication de Lowen. Mahler donc jette les bases de la théorie de la relation de l'objet en montrant comment la relation entre le pourvoyeur, c'est-à-dire l'objet, et l'enfant pendant son développement. D'après les observations de Mahler, pendant la phase d'individuation, l'enfant non seulement développe ses capacités motrices supplémentaires de sorte à pouvoir s'éloigner physiquement du lieu et de sa mère, mais des capacités cognitives et émotionnelles apparaissent également qui, si bien développées, portent à la constance de l'objet émotionnel, à la fidélité avec cet objet. C'est la base du développement de la relation avec la mère et la capacité croissante de l'enfant de se réguler émotionnellement. Pour cela faire, il est essentiel que la mère puisse offrir de manière répétée un contact physique adapté, en syntonie avec lequel il tend la main à la maman pour vérifier en arrière et même pour toucher physiquement la mère. Lowen suit les auteurs de la théorie de la relation d'objet qui peut conduire à un comportement narcissique ou psychopathique. Par exemple, s'il y a des jeux de pouvoir entre les parents, les enfants sont utilisés comme des armes dans ces conflits. Et la séparation des parents peut également entraîner une modification de besoins parentaux. Dans les deux cas, l'enfant devient mon petit homme, mon prince, ma petite femme, ma princesse, ce qui modifie la structure actuelle de la relation. Les enfants, donc, sont encore surchargés et maltraités, au moins sur le plan émotionnel et cognitif. Dans le cadre du développement sain des enfants, il est important qu'ils soient capables de faire plus de ce qu'ils ont fait dans le passé.
Par exemple, ils doivent être en mesure de se lever, de conquérir physiquement le monde à nouveau. Et cela est une étape importante du développement. La tâche des caregivers d'accompagner, de poser des limites quand l'enfant explore le monde. S'intéresser à ce que les enfants ont trouvé est une confirmation importante de leur nouvelle capacité de découverte. Exploiter les nouvelles capacités des enfants en leur faisant porter, par exemple, des pantoufles, va au-delà de la reconnaissance de leurs nouvelles capacités, aptitudes et formes d'expérience. Si, au lieu de fournir le soutien nécessaire au développement de la loyauté envers l'objet, le caregiver manipule l'enfant pour son plaisir ou il l'abandonne dans son développement ou il l'endommage de plusieurs façons, tout cela a un effet négatif sur l'enfant qui non seulement n'est pas soutenu dans son développement, comme je l'ai décrit, mais commence à déformer la réalité sur le plan physique et émotionnel. L'attention affectueuse est remplacée par une exploitation manipulatrice. Parfois, cela est appelé séduction ou séduction qui est amour. La reconnaissance en tant qu'être indépendant est refusée à l'enfant. Et donc, l'enfant est maintenu dans la dépendance et l'on utilise le terme trahison pour désigner cet abus. Voilà ce que Lowen décrit. Le facteur le plus important dans l'étiologie de cette maladie est un parent sexuellement séduisant. La séduction est cachée et vise à satisfaire les besoins narcissiques du parent. Son objectif, c'est de lier l'enfant au parent. Un parent séducteur est toujours rejetant en termes de besoin de soutien et de contact physique de l'enfant. Le manque de contact et de soutien nécessaire explique l'élément oral de cette structure de caractère. Ici, Lowen amène l'idée de la théorie des relations objectuelles, selon laquelle le père ou les soignants deviennent importants en tant que partie de la triade familiale de la phase pré-édipienne. La deuxième figure d'attachement facilite en fait l'identification de l'enfant qui peut faire l'expérience de la joie et de la vitalité, de la protection, de la sécurité qui sont possibles même sans la mère. Cependant, si cette triade est perturbée par des jeux de pouvoir entre le partenaire, ou si elle n'existe pas du tout à cause de la séparation ou du divorce, la deuxième figure d'attachement ne peut plus avoir d'effet équilibrant. Lowen voit que la relation de séduction crée un triangle qui est l'enfant en position de défier le parent du même sexe, ce qui crée une barrière à l'identification nécessaire avec le parent du même sexe. Cela encourage encore l'identification avec le parent séducteur. Dans cette identification avec le parent séducteur, Lowen voit l'origine de la structure de caractère psychopathique à travers l'internalisation du comportement de l'agresseur et de la structure de l'agresseur. Mentir est la nouvelle réalité. Séduire, l'amour. Se mettre au-dessus de l'autre est la nouvelle forme de contact pur. Voler est le bon geste pour ceux qui sont au-dessus des choses et des règles. Par conséquent, l'enfant ne s'identifie pas au deuxième caregiver, qui devrait le soutenir dans la découverte de ses besoins.
à cause de ce manque de soutien, les besoins de l'enfant ne sont plus poursuivis. On ne se focalise plus sur les besoins de l'enfant qui sont éteints, tout comme la perception du corps entier. Même la perception des parents du reste du monde est également niée et divisée. Donc l'enfant peut endurer l'horreur décrite par Lowen ou l'accepter en se sentant puissant dans l'horreur. Nous avons déjà beaucoup parlé de l'aspect narcissique dans le caractère psychopathique, mais qu'est-ce qui distingue une structure de caractère psychopathique d'une structure narcissique? Dans la liste des différentes structures de caractère liées au narcissisme de Lowen, il est évident que les personnes ayant une structure de caractère psychopathique sont plus narcissiques et donc plus mégalomanes et inclinent à minimiser le soi des autres avec un manque de sentiments, un manque du sens de soi et un manque de contact avec la réalité. On pourrait également dire que la distorsion de la réalité est plus profonde dans ce cas. C'est-à-dire que le narcissique sans sentiment est prisonnier de ces images. Et c'est que ce sont des images et qu'un autre monde existe. Par rapport à la personne avec une structure de caractère psychopathique qui pense que ces idées, ces images sont la réalité, ou que la réalité des autres n'est pas pertinente. Alors, je vais citer Lowen, encore une fois. L'imposteur, qui se croit noble, est un psychopathe pour qui la réalité subjective a supplanté la réalité objective de sa naissance. Le personnage, le caractère narcissique est plus en contact avec la réalité objective, mais il est dominé par l'image. Selon Lowen, la personnalité psychopathe semble n'avoir aucun sens de la différence entre le bien et le mal au niveau des sentiments, des émotions. Il s'agit d'une personne sans conscience, en termes psychanalytiques, d'une personne sans super-ego. Il n'y a pas de culpabilité. Par conséquent, l'objectif de la personne agissant avec une structure psychopathe est différent de celui d'une personne avec personnalité narcissique. Selon Lowen, la personne avec personnalité narcissique séduit pour obtenir une reconnaissance, alors qu'une personne avec une structure de caractère psychopathique séduit pour manipuler. Je ne vais pas parler de la personnalité narcissique pendant ce webinaire. Donc, je ne vais plus donner de détails parce que ce sera l'objet de notre webinaire. Lowen décrit ultérieurement la structure de caractère psychopathe. Il y a aussi un élément masochiste qui est lié à la soumission aux parents séducteurs. L'enfant ne peut pas s'éloigner. Sa défense ne se trouve qu'à l'intérieur. La soumission n'est qu'en surface. Toutefois, comme l'enfant va se soumettre de façon ouverte, il va obtenir aussi une proximité à son parent. L'élément masochiste est une variété de cette structure et la stratégie initiale consiste à développer une relation avec un rôle masochiste soumis. Et dès que cela a fonctionné, dès que l'attachement est sûr, les rôles sont renversés et l'aspect sadique va
apparaître. Selon Lowen, les personnalités psychopathiques doivent avoir quelqu'un qui a besoin d'eux. Elle ne peut pas rester toute seule. Et dans la relation, ils doivent avoir un contrôle. Personnellement, je ne suis pas à mesure de comprendre comment Lowen décrit la nature de séduction et pense que la structure caractérielle psychopathique se moque de toute l'humanité sans en être émotionnellement consciente et reste donc froide dans ce processus. Mon expérience personnelle avec la structure de caractère psychopathique est faite principalement par le biais de patients qui ont été exposés à ces personnes-là jusqu'à ce moment-ci. Je peux affirmer que ces patients ont été traumatisés à cause d'abus sexuels précoces et durables ou de violences physiques et sexuelles importantes au sein de leur famille. Chaque fois que ces patients progressent dans le processus énergétique, des voix intérieures commencent à parler. Ces voix les narguent en disant « ça ne sert à rien, personne ne te croira, tu joues la comédie ». Il, c'est-à-dire le thérapeute, se moque de toi. Il va te mettre à la porte de toute façon. Tu verras, il arrêtera la thérapie la prochaine fois. Il s'agit d'une projection de l'agresseur à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille du patient. Il montre la distorsion de la réalité dans laquelle les patients ont grandi et qu'ils ont absorbé. Cela montre la perversion forte, donc la distorsion à laquelle les enfants sont soumis et qui va conduire au développement de la structure de caractère psychopathique. Mais beaucoup de mes patients sont traumatisés à cause des projections de l'agresseur. Les recherches neurologiques récentes ont conclu que les régions préfrontales, temporales et limbiques diffèrent chez les personnes atteintes de psychopathie par rapport aux autres. Ces régions sont impliquées dans les processus émotionnels et d'apprentissage. Plusieurs chercheurs, donc, émettent l'hypothèse que les personnes atteintes de psychopathie réagissent moins à la douleur et que la punition est donc moins efficace chez elles comme méthode d'apprentissage. Donc, il s'agit d'un soutien aux résultats obtenus. C'est la première indication de la faible capacité de changement de personnes atteintes de psychopathie qui montre à quel point la structure psychique peut être modifiée chez ces personnes. En même temps, les recherches en psychologie révèlent des influences génétiques et environnementales chez les personnes atteintes de psychopathie dans une proportion égale. Par conséquent, il est difficile de savoir maintenant si la psychopathie est héritée ou apprise. Et je viens à un dernier chapitre. Travailler avec des patients qui présentent des problèmes de psychopathie. Dans le cas de Lowen, les effets du travail thérapeutique avec des personnes avec une structure de caractère psychopathique semblent être inquiétants. Je cite Lowen. Ce manque extrême de sentiments humains rend les personnalités psychopathiques très difficiles à traiter. Comme mentionné au début, les collègues du secteur médico-légal pensent que le traitement de personnes avec un diagnostic de psychopathie est très limité ou complètement remis en question. Cependant, si l'on regarde l'histoire de la psychothérapie, il y a toujours eu dans son déroulement des diagnostics considérés comme incurables, intraitables. Et
Avant le développement de la théorie des relations végétales, le narcissisme en faisait partie. Les personnes atteintes de troubles borderline avant le développement de la thérapie comportementale dialectique étaient aussi inclus. Et donc, pourquoi est-ce que les personnes ayant une structure de caractère psychopathique ne pourraient pas être traitées d'une certaine manière à un certain moment? Cependant, seul le futur nous dira si les thérapeutes bioénergétiques y parviendront. Pour le travail bioénergétique, par contre, il est important de distinguer si dans notre pratique, nous avons affaire à des personnes présentant une structure de caractère psychopathique ou si seuls des problèmes de conflit psychopathique se présentent. Quelle est la différence? Prenons un autre domaine de la psychothérapie, la dépression. L'expression « je suis déprimé » fait partie de notre langage courant. Cela n'a plus rien à voir avec un diagnostic de dépression. Cela signifie plutôt être involontaire, ne pas enthousiaste, être réticent à faire quelque chose, ce qui pose quand même des problèmes. D'autre part, il existe des personnes qui souffrent de dépression légère ou modérée, malheureusement, et le diagnostic est posé par des médecins et des psychothérapeutes. Et donc, chez ces patients, un changement de régime alimentaire, de comportement ou de structure des relations pourrait être utile. De cette façon, les patients en question pourraient parfois retrouver la joie, l'énergie vitale après une courte thérapie. Il faut faire la distinction entre dépression modérée ou dépression sévère, parce que cette dernière nécessite généralement d'un traitement médical. Elle devient facilement chronique et conduit à une retraite anticipée du travail. Tout comme le trouble de la dépression peut se manifester à des intensités variables chez une personne, d'autres symptômes tels que l'anxiété, le narcissisme, la psychopathie peuvent se manifester à des intensités variables. Du point de vue physiologique, cela pourrait être décrit comme suit. On parle de structure caractérielle lorsqu'un comportement se caractérise par le fait qu'il se développe à un moment donné dans la petite enfance, au début de l'enfance. Donc, ce comportement commence à partir d'une expérience de conflit intérieur dans lequel aucune des deux stratégies de solution ne peut être choisie. Et donc, un processus de répression intervient. La partie physique de la répression implique la fixation chronique de la musculature tendue qui a dû accomplir l'action non choisie entre les deux ou du système nerveux. La musculature chroniquement tendue est partiellement transformée pour économiser de l'énergie. Et lorsque nous trouvons des consolidations, nous pouvons parler de structure de caractère. Donc, cela pourrait nous aider à comprendre les résultats des recherches neurologiques sur les différences dans le cerveau des personnes atteintes de psychopathie et celles qui existent dans une structure de caractère. Lorsqu'une personne est uniquement préoccupée par un problème psychopathique, il peut arriver que les mêmes muscles soient activés et donc tendus que chez une personne présentant une structure de caractère psychopathique. Toutefois, par rapport à la personne présentant une structure de caractère psychopathique, ces éléments sont à nouveau détendus et donc ne font pas partie de la structure. Ainsi, au cours de notre vie, des impulsions, des problèmes psychopathiques peuvent apparaître chez chacun d'entre nous. Ils peuvent devenir partie intégrante de la thérapie. Guy Tonnel résume la situation de manière légèrement différente. Je vais le citer.
Il est rare qu'un caractère psychopathe ait besoin d'une thérapie. Au contraire, nous voyons en thérapie des patients qui peuvent avoir des traits ou tendances psychopathiques. Ils viennent en thérapie parce que quelque chose s'effondre en eux et cela fait ressortir l'anxiété. Anxiété due à la dépression, anxiété due à la folie, bien qu'ils n'en soient tellement conscients que rarement. Leur anxiété provient du conflit entre leur image, à laquelle ils ont trop investi, et les sentiments qui tentent de faire leur chemin à eux. Cette angoisse est souvent la conséquence d'échecs répétés. Donc, incapacité à construire une vie de couple désirée et durable, incapacité à se maintenir en bonne santé, avec consommation d'alcool ou de drogue en grande quantité, par exemple. Et parfois, il s'agit d'échecs sociaux et de conflits avec la justice. Ces échecs finissent par créer une brèche dans le système de défense et favorisent la remise en question, ou tout au moins la prise de conscience que sa propre toute-puissance est contrariée et donc une certaine vulnérabilité apparaît. Il s'agit d'une illusion qui va s'effondrer et qui les met en danger. Parfois, c'est une maladie qui apparaît, qui fait ressortir le soi symptomatique. La première demande est que le thérapeute les aide à restaurer leur faux soi. Pour ce faire, la personne tente de structurer la relation thérapeutique en séduisant le thérapeute, en le rendant dépendant de lui et en contrôlant le processus. Guy Tonella décrit également un processus thérapeutique possible avec un patient présentant une structure ou un trait de caractère psychopathique. Voilà ce qu'il dit. Cet homme de 40 ans est venu me voir parce qu'il commençait à ressentir des impulsions violentes envers sa troisième femme. Il avait déjà été hospitalisé plusieurs fois à cause de violences domestiques. Il s'était également désintoxiqué de l'alcool. Il était trop ambitieux. Il rêvait de devenir l'administrateur délégué de l'entreprise qu'il avait embauchée. Il tentait d'entrer en politique. Il se souvenait du fait que lorsqu'il avait 2 ans et demi, ses parents s'étaient séparés. Sa mère lui avait dit en fermant la porte de la maison après le départ de son père: maintenant, t'es devenu mon petit homme. Il se souvenait du regard troublé de sa mère et du sentiment de trouble, de contrariété qu'il ressentait. Pendant toute son enfance, il était devenu l'objet d'amour de sa mère, à condition de rester près d'elle, de la câliner, de lui répéter sans cesse: je t'aime, ma petite madame chérie, je ne te quitterai jamais. En revanche, elle l'aimait passionnément. Elle le regardait avec des yeux qui le dévoraient presque. Quand elle le peignait, elle le lavait soigneusement, elle le caressait, le regardant dans les yeux jusqu'à l'embarras. Elle lui disait: tu le sais, n'est-ce pas, petit coquin? Pendant les séances de thérapie, lorsque je lui demandais comment il se sentait, il répondait par des pensées. C'était difficile pour lui d'avoir des sentiments. Il était venu en thérapie parce que sa femme le lui avait demandé et parce qu'il pensait que subir un troisième échec amoureux était socialement mauvais. Il me disait qu'il aimait sa femme et qu'il le croyait. Mais ce que j'ai aperçu, c'est qu'il essayait de séduire sa femme et de la rendre dépendante de lui pour qu'elle l'admire et l'aide à réussir dans sa vie ambitieuse. Cet homme m'a aussi utilisé en thérapie d'une manière exigeante. Il essayait de me flatter pour que moi, je le flatte à mon tour. Il essayait d'être spécial à mes yeux. Il me laissait parfois imaginer que j'étais spéciale à ses yeux. Il essayait de me montrer son pouvoir et sa réussite professionnelle pour que je l'admire. Mais ce que je ressentais à son égard, c'était de la douleur, de la compassion
et peu à peu de la tendresse envers cet enfant qui avait beaucoup souffert. Au point d'être touché. Et il ressentait progressivement des sentiments, surtout de dépression, mais aussi d'amour pour moi. J'étais le père qu'il n'avait pas eu. Mais à un certain moment, il est devenu vulnérable. Et un jour, après 6 mois de thérapie, pendant une séance, il se mit à pleurer doucement, en laissant échapper juste quelques larmes. La fois suivante, il n'est pas revenu. Malgré mes signaux, il a disparu. Je ne pense pas qu'il était prêt à renoncer à cet fantasme de pouvoir manipulateur, même si cela signifiait perdre sa troisième femme. Et je termine la citation là. En plus de travailler sur les questions de psychopathie chez nos patients, le traitement des introjections de l'agresseur mentionné précédemment chez nos patients après des expériences d'abus et de violences sexuelles par des personnes atteintes de caractère psychopathe reste en thérapie. Et donc, il est nécessaire d'insister pour clarifier la fonction de ces voix intérieures. Ces voix émergent toujours, comme à ce moment-là, lorsque les agresseurs sont menacés d'être démasqués. Ils veulent donc minimiser l'abus de toute leur force, manipulant ainsi à nouveau l'enfant. Et donc, la vérité est toujours exactement l'inverse par rapport au message des voix. Cela n'aide pas, signifie ce que tu fais maintenant est très efficace. Tu ne joues que de la comédie. Ça signifie que tu te rapproches beaucoup à toi-même et tu commences à te ressentir. Ton thérapeute te trompe, signifie le contact avec ton thérapeute est en train d'émerger. Souvent, les patients peuvent reconnaître que les voix des agresseurs indiquent vraiment un progrès, mais ils ne sont en mesure de faire cela qu'en traduisant ces messages en corps et en cœur. Et après avoir examiné des exemples de comment la thérapie peut fonctionner avec des personnes présentant des aspects psychopathiques, la question se pose. Qu'est-ce qui nous aide à trouver une stratégie claire pour traiter les patients en thérapie? Nous avons constaté que la caractéristique psychopathique concerne un certain type de relation objet perturbée. Si nous examinons ce qui caractérise généralement les relations des personnes ayant une structure de caractère psychopathique, nous trouvons ici la quête de pouvoir et de statut, principalement par la dévalorisation, la suppression, la manipulation, le mensonge, le vol, combiné à une perte de réalité par l'absence de sentiment et de sens de soi, ainsi que par une orientation exagérée vers les images, même de soi-même, au point de forte illusion de grandeur. Par conséquent, ces personnes ont ces capacités dans la thérapie et nous rencontrent de manière similaire sous forme de transfert. De cette dynamique, Lowen conclut qu'aucun changement fondamental de la personnalité du caractère ne peut se produire si le patient a le contrôle de la thérapie. Les patients doivent apprendre à renoncer au contrôle. Ils doivent apprendre à se laisser toucher par leurs sentiments, leurs émotions, voire à se laisser emporter par leurs réactions émotionnelles, sinon ils ne connaîtront jamais la gloire de l'amour et l'exubérance de la joie.
peut-être que l'exemple de Guy Tonnel peut nous aider car il a représenté de manière très précise les tentatives de manipulation de son patient parce que Guy nous montre comment il a perçu les tentatives de manipulation de son patient et ne semble pas avoir réagi avec dureté et méprisement de la part de ces tentatives de manipulation et probablement il est resté froide par rapport à son patient. Mais ce que je prouvais était douleur, compassion et peu à peu tendresse vis-à-vis de cet enfant qui avait tant souffert à l'époque. Mais comment Guy Tonnella a découvert les tentatives de manipulation, il n'en parle pas. Et si nous voulons avancer ici, une autre question se pose, celle du tentative de manipulation et du contrôle. Comment peut-on percevoir ces tentatives de manipulation? Peut-être cela change un peu d'une personne à l'autre. Et alors, je vous propose un autre petit exercice à ce sujet. C'est à vous de choisir si vous voulez participer ou pas. Si vous décidez de ne pas le faire, ça vaut mieux. Alors, essayez de prendre un moment pour vous relaxer, vous étirer, expirez, inspirez profondément et soupirez. Et après avoir écouté tant de mots, cela ne devrait pas être si difficile pour vous de faire cet exercice peut-être. Et il y aura aussi la possibilité de vous allonger ou de vous asseoir de manière plus confortable et de sentir un instant comment vous êtes soutenu par le sol et comment vous arrivez à respirer. Et j'imagine ensuite simplement qu'il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me sourit, mais je perçois que ce sourire est faux. Alors, lorsque vous entendez ces mots, quelle est la première chose qui vous arrive sur le plan physique? Moi, par exemple, je remarque que quelque chose en moi se resserre à niveau de mon ventre, comme si j'étais en train de me protéger de quelque chose qui est en train d'arriver et que je ne veux pas. La tension commence à la pointe de mon sternum et le respire devient plus superficiel. Probablement, c'est le diaphragme ou peut-être le rectus abdominis, notre muscle de six-pack qui se crispe, qui se tend. Et c'est là la première impulsion qui me dit, sois sur tes gardes, sois vigilant, attention. Donc, une alarme se déclenche. Et alors, j'ai tendance à faire un pas en arrière et à devenir un peu plus méfiant. Et vous, qu'est-ce que vous percevez? Prenez quelques instants pour essayer de comprendre cette perception, pour comprendre comment vous vous opposez à ces manipulations. Quel est le chemin contre les manipulations? Je ne dis pas que cela se produit toujours en vous lorsque vous percevez le risque d'être manipulé ou que vous vous sentez en danger, mais vous pourriez utiliser cette perception comme celle que vous venez de percevoir, comme une hypothèse que vous pourriez tester encore et encore dans un avenir proche. Et alors, vous pourriez ainsi découvrir si vous pourriez réagir physiquement de cette manière aussi à l'avenir. Et de cette façon, vous pourriez acquérir de l'expérience et, si nécessaire, développer un ensemble de contre-transferts incarnés aux situations de manipulation. Mais pour être tout à fait honnête, lorsque les tentatives de manipulation ont été bonnes, j'y tombe parce que généralement, je tombe dans les panneaux, même avec des blagues comme « Oh, regarde, il y a une guêpe assise sur ton épaule ». Nous tournons, nous, pas souvent automatiquement autour, guidés entièrement par notre système nerveux autonome. Et alors, que puis-je faire quand je me rends compte que j'ai été manipulée? De toute façon, je peux commencer par le remarquer et ensuite, je peux décider de dissimuler la manipulation, me tortiller de honte et essayer de changer de sujet ou de me mettre en colère ou bien même d'en rire. Peut-être cette courte analyse nous a déjà
aider. Tout d'abord, il est important de remarquer une manipulation, même si nous sommes tombés dans le panneau. Cela nous montre à nous, mais aussi à l'autre partie, que nous avons remarqué cette manipulation de manière très claire et que nous la prenons au sérieux. Et ce n'est alors que nous pouvons changer quelque chose. Et si nous dissimulons la manipulation, les personnes atteintes de PCS savent que nous sommes nous-mêmes coincés dans la manipulation et les jeux de pouvoir et que nous ne sommes pas libres. Et alors, si nous nous tortillons de honte, ils savent très bien que nous pouvons devenir une autre victime de leur manipulation. Si nous nous énervons, ils savent qu'elles peuvent redevenir victimes et qu'ils doivent se protéger encore plus. Mais si nous rions, ils savent que nous avons suffisamment de contention pour nous retenir et peut-être pour retenir eux aussi. Le rire, bien sûr, ne fonctionne que lorsque nous ne sommes pas profondément blessés, comme dans le cas d'une blague, ou peut-être même quelque chose de plus lourd qu'une blague. Lors de ma première visite à la conférence internationale de IIBA à Salvador de Bahia, j'avais fait la connaissance d'une collègue de Norvège. Avec elle, j'ai découvert la ville dans les quartiers les plus reculés le lendemain de la conférence et nous avons rencontré un garçonnet de 5 ans qui nous a tendu la main et nous a demandé de l'aumône. Je ne savais pas comment réagir. J'étais surpris de voir en Allemagne un enfant de 5 ans qui demande l'aumône. Alors, je me suis demandé, est-ce que je dois lui donner de l'argent? Et si oui, combien? Ma collègue s'est simplement mise à rire bruyamment et lui a dit « Bon dia ». Et après, elle a continué. Et à ce moment-là, alors, j'étais encore plus confus et je lui ai demandé pourquoi elle riait. Elle m'a répondu qu'il était en train de l'essayer. Il aurait porté des vêtements qu'il aurait montré qu'il n'était pas pauvre, mais il aurait essayé de voir s'il pouvait mendier avec succès. Le rire de cette collègue a clarifié la situation à tout le monde. Avec son bon dia, elle a montré au garçonnet quel était le comportement de sa part qui aurait été approprié pour une telle situation. Comment savait-elle tout cela? Elle était une assistante sociale qui avait l'habitude de travailler avec des enfants et des jeunes. Et cet exemple alors, qu'est-ce qu'il nous montre? Il s'agit de trouver la manipulation, de la porter dans un cadre approprié, le rire, et de proposer une régulation du comportement précédent juste après. Par exemple, avec ce bon dia, il s'agit donc de créer de l'authenticité dans la rencontre. Comme je l'ai déjà dit, cette réalisation n'est pas nouvelle. Dans le travail social, avec les enfants, on sait depuis longtemps que le changement du comportement ne peut que se produire que lorsque le mauvais comportement est promptement puni. Et cela s'applique également, le cas échéant, aux punitions légales pour les violations de la loi. Pour avoir traité le mobbing sur le lieu de travail, on sait également que le fait de nommer la psychoterrorisme qui couve sur le lieu de travail est la première étape pour échapper à cette situation préjudiciable qui, au début, est le plus souvent intangible ou qui laisse sans voix. Thomas, il y a seulement 10 minutes qui nous restent. Alors oui, s'il me reste 2 minutes, je vais conclure. Oui, on t'accorde 2 minutes, volontiers. Alors, non seulement la violence manipulatrice est exposée et est dénoncée à tout le monde et la personne manipulée est renforcée en se défendant. Elle a la possibilité de prendre conscience de ces tentatives de manipulation. Et cela lui donne l'envie d'enquêter là où elle connaît une telle façon d'agir avec les autres et même avec elle-même. Comme nous le savons, les personnes atteintes de PCS connaissent ces deux situations. L'enfant était une personne manipulée, l'adulte, celui qui manipule. Une révélation en thérapie crée une situation où les deux parties du patient sont prises au sérieux.
Et donc, en nous référant à notre situation dans la thérapie bioénergétique, nous dirons qu'il est important de donner un nom aux tentatives de manipulation suspectes. Maintenant, je voudrais traiter un autre thème très brièvement, un autre aspect aussi important de le travail bioénergétique avec le thème psychopathique. En effet, si nous prenons en considération le fond narcissique des patients ayant une structure de caractère narcissique, il est évident que ces personnes ne se ressentent pas elles-mêmes et donc nous devons entraîner l'accès au corps. Et vous pouvez trouver des questions ici qui peuvent vous aider pour éclaircir comment entraîner cet accès au corps. Thomas, merci beaucoup pour cette leçon magnifique et pour tout ce que tu nous as offert avec grande générosité. J'ai quelques questions. Voilà la première. Est-ce que tu peux nous donner quelques indications à propos de quelques exercices pour les besoins d'humiliation frustrés? Pour la confiance, il y a toute une série d'exercices. On peut faire des exercices au sol ou bien sur un tabouret. Nous devons soulever les pieds du sol, les soulever et essayer de nous approcher petit à petit jusqu'à ce que on arrive à toucher le sol avec les pieds. On arrive à un moment où on ressent une sorte d'anxiété au moment où on a la sensation de tomber au sol. J'ai déjà fait expérience de cet exercice et les personnes peuvent tester cet exercice aussi pour comprendre que cela porte une joie, une excitation dans le fait d'avoir confiance dans le fait qu'on peut arriver à tomber sans se faire mal. C'est un exercice commun qui nous permet de le faire en se lançant en avant jusqu'à tomber sur un matelas devant nous. C'est la phase suivante du premier exercice que je viens de décrire pour travailler sur la confiance. Merci Thomas. Une autre question. Une personne psychopathe, comment peut-elle être invitée à chercher un traitement thérapeutique, à se faire voir par un thérapeute? Bon, j'ai cité déjà Guy Tonnel dans cette leçon parce qu'en effet, il faut toujours être bien clair. Le patient doit être clair. Il doit savoir qu'il va obtenir un bénéfice, un avantage, parce que la thérapie doit être durable, l'intervention doit être courte et donc il s'agit sans doute d'un thème très complexe. Peut-être plus qu'inviter une personne avec une structure caractérielle psychopathe, la question pourrait être comment retenir les personnes de ce type en thérapie, continuer la thérapie avec les personnes avec cette structure caractérielle, parce qu'il est difficile de fixer des limites thérapeutiques et nous devons faire ainsi que ces limites définies ne soient pas dépassées. Il doit toujours avoir un grand respect, une forte empathie des deux côtés pour ne pas se blesser réciproquement. Une autre question, peut-on traiter ou avoir un contact physique avec le patient? Oui, je veux partir de la fin de la question, c'est-à-dire le contact avec le patient. Il s'agit d'une situation complexe. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas toucher et rentrer en contact avec le patient. Je me souviens de quelques patients avec qui j'ai travaillé. Et lorsqu'on parle de contact
physique, il peut y avoir aussi une partie de manipulation qui est mise en jeu. Donc, il faut en parler avant avec le patient. Et en effet, si la situation est assez stable et si le rapport créé avec le patient est assez stable, on peut le faire, mais il est difficile d'arriver à trouver l'équilibre nécessaire au sein de la relation thérapeutique où il y a une confiance suffisante pour arriver à ce type de contact physique. Cela est possible seulement au moment où on arrive à partager un rendu avec le patient. Et donc, il faut faire comprendre au patient qu'il doit interrompre toute action de manipulation. Une autre question. Thomas, s'il te plaît, peux-tu nous parler de la connexion existante entre la structure de caractère psychopathique avec la dépression? Quel est le rapport entre ces deux? Peut-être la connexion entre structure de caractère psychopathique et dépression qui peut être aussi vue en tant que contradiction dans une relation. Ce n'est pas facile. Même si je reviens à l'exemple présenté par Guy Tonella et le patient que j'ai cité lors de ma relation, mon rapport, il ne faut pas oublier que les personnes ayant un caractère, une structure caractérielle psychopathique ne ressentent rien et ne prouvent pas d'émotion. Et donc, elles ont une attitude d'esprit, des images, sans éprouver des émotions. Mais nous savons qu'à la base, il y a une blessure profonde. Et en tant que thérapeute bioénergétique, nous savons que si le patient se présente chez le thérapeute et arrive à ressentir une forme d'émotion, face à une structure psychopathique, cette émotion signifie horreur et donc c'est une situation de danger et la personne avec cette structure caractérielle va essayer de s'éloigner. Et s'il y a quelque chose qui surgit pour cette personne, cela peut représenter même un symptôme de dépression. Merci Thomas. Une toute dernière question. Comment peut-on aider les personnes qui ont vécu avec un parent, un proche ou ont été victimes de quelqu'un qui a une structure caractérielle psychopathique? Comment peut-on aider ces personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu avec des proches, des parents avec une structure caractérielle psychopathique ou qui ont été victimes de personnes qui ont une structure caractérielle psychopathique et qui sont psychotiques? Alors, comme je l'ai dit vers la fin de ma présentation, je crois qu'il est vraiment très utile d'arriver à travailler sur l'introjection de la personne, du bourreau, parce que nous devons éclaircir ceci. Nous devons être conscients des voix qui surgissent et le patient même doit en être conscient. Je me souviens d'une patiente à qui j'ai aidé. Si tu ressens que ceci que tu ressens est juste l'opposé de ce que tu ressens et que la voix que tu entends te dit que c'est toi le coupable, car c'est toi qui as permis à l'autre personne de te faire ces choses-là. Est-ce que tu sais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est l'opposé. Ce n'est pas toi la personne à culpabiliser, mais que ce sont les autres qui doivent être culpabilisés. Et donc, il y a le dégoût, l'anxiété, la rage qui surgissent. Et donc, une personne qui ne ressent rien dans son propre corps et qui a très peu de réactions peut commencer à développer ce processus, c'est-à-dire essayer d'entrer en contact avec ses premières émotions. L'anxiété devient rage et dégoût.
Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation. Ton travail a été très apprécié. Nous pouvons le lire ici dans les commentaires, dans le chat. Il y a beaucoup de félicitations pour toi, pour ton travail, ta présentation. Et après, tu peux le lire toi-même pour voir toutes les félicitations et le grand succès que ce webinaire a suscité. Donc, nous avons terminé le temps à notre disposition pour ce webinaire. Donc, vous savez que nous avons déjà programmé d'autres webinaires et je suis sûre et certaine que les participants ici présents aujourd'hui voudront aussi participer aux prochains webinaires qui seront organisés car nous avons pu ressentir un fort enthousiasme pour ce cycle d'événements. Et donc, une fois plus, je tiens à dire un grand merci à Patrizia Oselli, qui a été la créatrice de ce cycle de webinaires, qui s'est fixé cet objectif, qui a porté d'excellents résultats. Merci à tous les participants, aux équipes et du fond de mon cœur, merci à toi, Thomas. Merci à toi, Maria Rosaria, pour m'avoir accompagnée dans cette présentation. Ta présence m'a beaucoup aidée et je souhaite bonne soirée à tout le monde. À bientôt et au revoir.